Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle édition de votre magazine hebdomadaire Santé et Société. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir avec nous le docteur Benoît Féger. Bonjour. Bonjour. Donc, docteur Féger, alors je le rappelle, vous êtes président de l'Union régionale des professionnels de la santé. Vous-même, vous êtes ORL, si je ne me trompe pas. Alors aujourd'hui, on va parler des grands enjeux de la médecine libérale, peut-être même de la médecine en règle générale, mais tout particulièrement de la médecine libérale. Dans une précédente émission, on avait évoqué la convention médicale, qui était, on avait bien compris à ce moment-là, mais on l'avait qu'effleuré, qui était un des enjeux majeurs pour l'évolution de la médecine libérale. Alors je voudrais qu'on revienne un petit peu sur cette convention pour bien comprendre exactement ce dont il retourne. Alors, la convention médicale, donc c'est négocié entre l'assurance maladie et les syndicats de médecins libéraux, avec une lettre de mission qui est définie par le ministère de la Santé et dans une enveloppe, je dirais, contrainte qui est définie par le ministère des Finances. Alors là-dedans, il faut voir tout caser. Alors tout caser, c'est quoi tout déjà ? Tout caser, c'est plusieurs choses. C'est déjà mettre en place des moyens pour faire évoluer les organisations professionnelles. Alors, il y a des pistes qui sont en cours et puis il faut les développer. On a les communautés professionnelles de territoire de santé, ça s'appelle les CPTS, qui sont centrées autour de la médecine générale. On a des équipes de soins spécialisées qui sont pas encore bien définies, c'est en cours de négociation, mais qui vont concerner l'organisation des équipes de spécialistes de deuxième recours sur deux thématiques qui sont possibles, soit sur la même profession pour assurer par exemple une permanence des soins dans un territoire plus vaste que juste le canton ou la communauté de la CPTS, qui est plutôt le lieu de vie de proximité autour de la médecine générale, mais les spécialistes, ils ont un rayonnement plus départemental, voire régional, donc organisé dans la même spécialité ou organisé en pluridisciplinaire autour d'une pathologie chronique qui nécessite une collaboration plus fine et plus spécialisé, où là, vous avez des médecins spécialistes, mais aussi des paramédicaux, et bien sûr, le médecin traitant qui intervient aussi. Donc, dans ces modèles d'organisation. Il y a d'autres enjeux d'organisation, c'est le déploiement des assistants médicaux. Si l'on veut que votre médecin puisse recevoir plus de patients dans de bonnes conditions, il faut pouvoir développer un soutien humain qui s'appelle les assistants médicaux. Tant en médecine générale, on a par exemple les infirmières azalées qui sont déjà un soutien, mais qui ne sont pas dans le cadre des assistants médicaux. On a dans certaines spécialités, en ophtalmologie, qui a été en grande tension d'accès aux soins il y a quelques années, qui est maintenant beaucoup plus facile d'accès parce que derrière vous avez des assistants médicaux spécialisés, ce sont les orthoptistes qui sont à l'intérieur des cabinets d'ophtalmologie. Et donc il faut développer ce système pour pouvoir augmenter l'accueil des patients avec une profession médicale libérale qui se rétracte. Qui se rétracte ? Oui, c'est-à-dire qu'il y a moins de spécialistes, il y a moins de médecins généralistes qui s'installent. Donc, il faut qu'ils recouvrent plus de patients. Alors, et plus, on voit bien, il y a des polémiques sur les patients qui n'ont pas de médecin traitant, parce que leur médecin, il est déjà surbooké. Si on veut développer un accueil plus important, il faut que le médecin puisse vous recevoir. Et bon, comme les 24 heures, c'est pas 25 heures, il faut il faut trouver une solution. Et donc, une des pistes, c'est les assistants médicaux. Et c'est dans les enjeux qui sont en cours de négociation avec la convention médicale. Donc, il n'y a pas que les tarifs qui sont négociés, c'est aussi l'organisation. Bien sûr, les tarifs, ça enclenche derrière les possibilités d'organisation. Il faut un modèle économique qui soit tenable. Si vous n'allez pas prendre des assistants médicaux, si vous n'avez pas les moyens de les payer.
Bien entendu. Alors, avant de parler d'une autre évolution dans l'organisation professionnelle, notamment, on en a parlé un petit peu en off, mais une organisation plutôt orientée vers les prises en charge de maladies de longue durée. J'aimerais, vous avez évoqué une chose, c'est le manque de personnel. Et une question que j'ai envie de vous poser, c'est, elle tient à la fin du numerus clausus. Est-ce que aujourd'hui vous en sentez les répercussions ou pas encore? Aujourd'hui, c'est un petit peu tôt peut-être. Non, c'est inquiétant. C'est inquiétant parce que la réforme de l'entrée en études de médecine est un échec, quoi. Bon, avant, c'était assez simple. Il y avait un concours. Bon, on remplace par un pseudo-concours avec des passerelles, mais on s'aperçoit quand même qu'il y a une fuite, un échec en fait des reçus entre guillemets au fil du temps, donc qui se retrouvent pas dans ces études longues. Et ces enjeux. Donc, pour l'instant, on a un échec. On a des capacités universitaires qui sont aussi difficiles à développer plus. Et puis, on est dans le temps long. Le jeune qui actuellement va commencer sa médecine, il va être sur le marché du travail, entre guillemets, dans 15 ans. Entre la formation initiale, la formation dans les hôpitaux et la formation de l'internat, vous avez grosso modo 15 ans. Et encore, après, il faut qu'ils choisissent une installation ou un exercice hospitalier. Donc, ça, avant d'être opérationnel, il y a un laps de temps. Et on a perdu beaucoup de temps. Très bien. Je vais sauter de ce numerus clausus. Hein. Je profite de votre présence pour vous poser la question parce qu'effectivement le manque de médecins, hein, on en parle assez régulièrement dans le sens où, comme vous le disiez, les patients ont parfois du mal à trouver un médecin traitant. Donc voilà, ça me semblait important d'aborder ce sujet. Autre sujet, alors toujours dans l'organisation, puisqu'on est toujours dans l'organisation, cette fois-ci, il s'agit de l'évolution des prises en charge. On en a parlé un petit peu en antenne. À l'heure actuelle, on serait plus sur des prises en charge. On est très fort sur les prises en charge. Quand je dis on, la médecine en général, moi je prends pas en charge encore de patients, peut-être un jour, mais non, je pense pas, même pas. Mais voilà, à l'heure actuelle, on est très fort dans la prise en charge de maladies courtes, pas encore dans les maladies longues. En fait, c'est pas tout à fait ça. C'est que le système de santé, issu de la Deuxième Guerre mondiale, il a été développé pour traiter une population jeune qui présente des pathologies aiguës et qui nécessite donc des prises en charge courtes. Et puis, les progrès de la médecine ont fait que on a un vieillissement de la population, heureusement dans de bonnes conditions le plus souvent, mais qui aussi avec une émergence de pathologies chroniques qui sont de mieux en mieux traitées plus tôt et je dirais plus tard, puisque heureusement il y a des progrès, et qui sont une prise en charge qui n'est pas uniquement par un seul professionnel, un médecin généraliste ou un spécialiste, mais qui sont des approches pluridisciplinaires de plus en plus. Et notre système de santé, il n'a pas été fait et construit pour cette évolution-là. Donc, il est tout à repenser pour faire évoluer les modèles économiques qui vont permettre de prendre en charge cette évolution. Donc là encore, c'est un des enjeux de la médecine aujourd'hui, c'est faire évoluer son organisation pour arriver à s'améliorer en termes de prise en charge pour les seniors. Oui. Non, c'est pour tout le monde. Pour tout le monde, voilà. D'accord. C'est l'ensemble du système. C'est pas uniquement la médecine libérale. La médecine libérale est un des acteurs, mais la médecine hospitalière est derrière. Vous avez toujours des polémiques chaque fois qu'un hôpital ferme des lits ou ferme des services. Mais c'est un peu logique. Il va fermer des services parce qu'il va pouvoir développer ses moyens sur d'autres besoins. Avant, la chirurgie, vous restez une semaine, 15 jours en hospitalisation. Maintenant, vous avez de plus en plus de chirurgie ambulatoire. Et c'est à la fois bien
pour le système, entre guillemets, mais aussi pour le patient, parce que les patients préfèrent être chez eux que de rester 15 jours à l'hôpital. Donc, je pense que si on le demande leur avis aux patients... Donc tout le monde a trouvé un enjeu et c'est important, mais il faut pouvoir organiser derrière. Quand vous avez une prise en charge ambulatoire qui peut être lourde, et derrière, il faut organiser le retour à domicile avec le médecin traitant, l'infirmière, le kiné, etc. Parce qu'on va traiter de plus en plus de pathologies aiguës, je dirais de façon aiguë en ambulatoire, mais derrière, il y a tout le suivi post-opératoire qui va être fait en ville. Et puis, il n'y a pas que les interventions, il y a la pathologie chronique, lambda. Vous avez un diabète, vous avez une polyarthrite, vous allez voir votre médecin, vous allez avoir des séances avec le kiné, vous allez avoir des examens complémentaires faits par l'ophtalmo ou le rhumato. Donc, vous avez... Et derrière, tout ça, c'est ce qu'on doit se construire à travers une certaine protocolisation du soin, qui est une réflexion qui est faite à la fois au sein des sociétés savantes médicales, mais qui doit être faite aussi sur le plan de la rémunération et de la prise en charge financière qui va permettre de donner les moyens de réaliser ces nouvelles organisations. Santé et société continue. Nous sommes toujours avec notre invité du jour, le docteur Benoît Fégé, donc ORL et président de l'Union régionale des professionnels de la santé en Nouvelle-Aquitaine. Alors on a évoqué pas mal de choses. Déjà au niveau des enjeux, on a évoqué la convention médicale, on a évoqué l'évolution par rapport aux prises en charge, enfin l'organisation professionnelle. J'aimerais qu'on évoque un autre enjeu pour la médecine, sûrement pour la médecine libérale, c'est peut-être le manque que vous ressentez en termes de considération et par là même de valorisation. Est-ce que ce manque, il est perceptible ? Oui, en tant que patient, on le sent pas forcément. On le sent pas forcément, mais bon, il y a quand même un manque de considération qui fait que il y a une perte d'attractivité pour les exercices de médecine libérale. Alors, qu'est-ce que vous entendez par perte d'attractivité ? C'est que les jeunes médecins préfèrent rester dans des structures hospitalières que de s'installer en libéral, ou dans les structures salariées que de s'installer en libéral. Et qu'est-ce qui fait qu'ils préfèrent rester en salarié qu'en libéral ? C'est une certaine sécurité. Une certaine sécurité. Vous avez un salaire qui tombe sans chercher à le créer, je dirais. Alors que quand vous êtes dans une structure libérale, vous êtes chef d'entreprise, vous êtes à la tête d'une entreprise, il faut que vous fassiez de la production de soins, donc une certaine activité qui rémunère suffisamment pour pouvoir investir derrière et payer vos collaborateurs, etc. Et donc, pour ça, on n'est pas vraiment formé. Donc, il y a un déficit de formation. Nous, c'est ce qu'on appelle le côté professionnalisant manquant des études médicales. Donc, c'est ça qu'il faudrait développer, en fait. C'est comment devenir un médecin, un praticien libéral. Oui. Je dirais la professionnalisation, elle concerne l'ensemble des carrières médicales. Une des difficultés de l'hôpital, c'est que le champ de la responsabilité de l'organisation est passé dans une administration hospitalière et a quitté le champ des médecins. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas formés à la gestion, ils ne sont pas formés au management, ils ne sont pas formés à l'animation d'un projet, la construction d'un projet médical, dans un service hospitalier, mais aussi dans un territoire. Donc c'est ce côté professionnalisant qui manque. Et puis il y a le côté gestion économique, etc. La santé, ça n'a pas de prix, mais ça a un coût. Et c'est vrai que nous, en tant que médecins, il faut qu'on a cette notion de prise en charge des coûts. Donc, et c'est quelque chose qu'il faut développer. Alors ça, chez les jeunes générations, ça fait un peu peur. Alors, j'ai presque envie de vous demander, mais pourquoi ça fait peur ? Avant, il y a encore une vingtaine ou une trentaine d'années, on ne parlait pas forcément de ça, de cette peur. Au contraire, le médecin de village, il avait, ou même le médecin de ville, il avait pignon sur rue, tout le monde le... Dans l'inconscient collectif, en fait, le médecin, c'est le pilier sacré de la vie quotidienne.
Ben oui, c'est un des piliers, je dirais, de l'organisation dans les territoires. Hein. Quand vous avez pas de médecin dans un village, ben vous aurez du mal à avoir une école parce que vous n'avez pas de médecin pour s'occuper des patients, des enfants. Vous n'avez pas. Donc ça fait partie, je dirais, de l'aménagement du territoire entre guillemets, d'avoir un maillage de professionnels de santé, médecins et autres. Si on n'a pas ce maillage, on crée des déserts médicaux, à la fois en médecine générale, en médecine spécialisée, ce qui retentit sur la prise en charge des patients. Et puis, ça fait une certaine peur, puisque vous n'avez pas envie, vous êtes formé dans un cadre hospitalier avec une approche plutôt d'équipe. Vous n'êtes pas tout seul, vous avez des collègues, etc. De vous installer dans un désert médical tout seul, ça vous fiche la trouille, tout simplement. Parce que vous dites, comment je vais faire ? En sachant que, en fait, c'est souvent une fausse trouille par méconnaissance. Alors, heureusement, en médecine générale, on a développé un internat de médecine générale qui est fait en libéral, en grande partie, qui permet de démystifier cette installation, les contraintes de l'installation, réglementaires, financières, etc. On n'est pas que... Il y a tout le côté gestion, je dirais. Alors qu'en médecine spécialisée, on a beaucoup de mal à avoir des ouvertures de stages en libéral. Et c'est vrai que beaucoup de spécialistes préfèrent rester dans une carrière hospitalière que de se lancer dans l'aventure libérale. Et pourtant, on y prend beaucoup de plaisir aussi. Et que l'aventure libérale est aussi une certaine souplesse. On n'est pas obligé, comme avant, de se dire je vais m'installer dans ce village ou dans cette ville et je vais rester 30 ans. Vous pouvez avoir une possibilité de changement de lieu d'exercice. Il y a un autre phénomène qui intervient, c'est le travail du conjoint. Et c'est vrai que quand le médecin avait un conjoint qui ne travaillait pas, ça simplifie l'installation. Quand vous êtes deux à travailler, et pas forcément dans les domaines de la santé, pour le conjoint, il faut trouver un point de chute pour les deux. Et donc ça conditionne aussi l'installation ou le choix d'exercice. D'accord. Alors on va pas passer du coq à l'âne, mais on va changer de sujet. On va revenir au numérique et enfin pas forcément qu'au numérique, mais on va parler d'e-santé puisque ça fait partie également des enjeux et des évolutions de la médecine libérale. Alors est-ce que l'e-santé va changer le visage de la médecine libérale ? Alors oui. Alors pourquoi nous on emploie le i ? Ah oui, alors, j'ai pas précisé, mais c'est un I avec un I santé et non pas le E. Et pas le E santé que l'on entend dans tous les médias ou ministères. Parce que pour nous, E santé, c'est économie sur la santé. Alors que le I santé, c'est les enjeux d'informatisation des cabinets, d'information du patient, de la relation qui est différente. L'information du patient, il a des sources d'informations multiples. Il a celle du professionnel de santé, mais aussi les informations d'Internet. Tous les patients, quand ils ont quelque chose, ils vont voir un peu sur Internet, puis des fois, ils reviennent un peu plus affolés parce qu'ils ont vu que les choses mauvaises et pas forcément les choses bien dans les informations d'Internet. Donc, il faut qu'on rectifie souvent le message. Il y a le côté innovation. Et l'innovation se fait en médecine libérale aussi, à la fois dans les prises en charge, la diffusion de l'évolution des prises en charge des maladies par la science médicale qui va jusque dans les derniers cabinets, je dirais, ça ne reste pas qu'hospitalier, ça se diffuse dans l'ensemble de la profession. Il y a l'investissement qui est nécessaire, à la fois intellectuel, parce qu'il faut continuer à se former, mais l'investissement en personnel, pareil, on a parlé des assistants médicaux, l'investissement en matériel, en nouvelles technologies qui intervient, et l'investissement, je dirais, dans les techniques nouvelles, telles que les enjeux de l'intelligence artificielle, qui vont intervenir, qui déjà interviennent. Vous avez des relectures de scanners qui sont faits par l'intelligence artificielle qui permettent de comparer avec et d'aider
le médecin radiologue, mais aussi des lectures de lésions cutanées qui sont faites par l'intelligence artificielle et qui aident le médecin dermatologue dans le diagnostic et derrière, il y a aussi la prise en charge, la protocolisation de certaines prises en charge. C'est plus facile avec des outils d'intelligence artificielle qui sont en émergence, ils ne sont pas encore créés, ils sont en expérimentation. Il y a toute l'innovation avec les objets connectés qui interviennent. Vous avez maintenant des objets connectés. On va dire la montre. La montre qui vous prend toutes vos données de santé. Il faut pouvoir derrière les traiter. Voilà, il y a la prévention qui va intervenir avec l'émergence de beaucoup de nouveaux dépistages qu'il faut à la fois mettre en place sur les territoires, donc organiser à la fois le dépistage, mais aussi la réponse au dépistage. Parce que quand vous avez eu un dépistage biologique qui vous dit que vous avez un cancer, vous avez envie d'être sûr que vous avez un cancer et de savoir à qui. Donc il faut que derrière, la médecine libérale, entre autres, organise la réponse avec un système qui est quand même déjà tendu. Donc il va falloir qu'on trouve un peu de place et de souplesse dans ce système. Donc tout ça, ça fait partie des grands enjeux. Et je voudrais revenir sur une des notions que vous avez évoquées, c'est l'intelligence artificielle. Alors l'intelligence artificielle a ses détracteurs, elle a également ses amateurs, mais alors juste pour préciser, pour que nos auditeurs ne se disent pas attention, nos praticiens vont aller voir ChatGPT, ils vont demander quelle est cette maladie. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas ce qu'on entend par intelligence artificielle dans la médecine. Non, l'intelligence artificielle, c'est profiter de la puissance de calcul des ordinateurs pour accompagner le diagnostic et la prise en charge, le traitement des patients. C'est un outil. Alors, comme tout outil, on peut dire qu'il y a le blanc et le noir. Nous, on pense quand même qu'il y a beaucoup de blanc, de positif dans l'intelligence artificielle. Mais il y aura des garde-fous à faire aussi, c'est clair. Mais bon, il y a quand même une éthique dans la profession qui est importante. Alors il y a une notion que j'aimerais qu'on évoque avant la fin de cette émission. Il ne nous reste que quelques minutes. Alors j'aimerais qu'on en parle un petit peu. C'est le manque de visibilité de la médecine libérale. Et là je vais faire allusion à un magazine qui est le magazine Médecine libérale. Donc, qui est visible en ligne sur le site internet de l'URPS. Manque de visibilité qui a notamment été mis en avant, après le Covid, car alors on peut lire dans le magazine qu'effectivement le milieu hospitalier a été mis en avant, mais très peu la médecine libérale, alors que la médecine libérale était également en première ligne de cette lutte contre le Covid. Est-ce qu'aujourd'hui c'est toujours le cas ? Est-ce que vous avez toujours cette sensation que la médecine libérale est moins vue ? Alors, la médecine libérale, à la fois, elle est moins vue et très vue. Alors là, on est dans un paradoxe. Oui, parce que tout le monde connaît un médecin généraliste ou un médecin spécialiste libéral. Et en même temps, il n'y a pas de visibilité à long terme, en fait. Ce que nous, on reproche, c'est l'absence de visibilité à long terme. Vous ne pouvez pas construire un projet médical dans le court terme. Ça prend du temps. Une organisation territoriale, et ça on va peut-être évoluer, c'est qu'on est de plus en plus vers une prise en charge populationnelle. C'est-à-dire que on va essayer de mettre les moyens sur le territoire pour assurer une réponse aux besoins de soins de ces territoires. Donc pour ça, il faut les identifier correctement. Il y a des territoires qui ont des besoins différents et utiliser les ressources sur le territoire pour pouvoir le faire. Et c'est ce qu'on appelle les CPTS. Et derrière, vous avez les spécialistes qui vont aussi intervenir sur ces territoires. Donc il faut organiser, et ça s'appelle les équipes de soins spécialisées. C'est en tout cas ce que l'on souhaite. Mais pour ça, il faut une visibilité, et même une visibilité pluriannuelle. Actuellement, on a une loi de finances de la sécurité sociale qui est votée tous les ans. Mais on n'a pas, comme les militaires, un plan de programmation
de la santé à 5 ou 10 ans. C'est ce qu'il vous faudrait. C'est ce qu'il vous faudrait, comme les militaires, avoir un plan. Il faut voir ça. Après, le plan, il va être. Il y a les lois de finances, c'est obligé d'être à l'année. Donc, mais il faut un cadre, un plan de santé pluriannuel qui disent on part de tel point et on veut arriver à tel point. Et on met les moyens chaque année pour arriver à ce point. On corrige s'il y a besoin. Mais on a une vision à long terme. Et là, on peut construire à long terme. Parce que si on n'a pas cette vision, vous avez un moment, je vais prendre un exemple tout simple. Là, on a des problèmes de patients qui n'ont pas de médecin. Alors on dit, OK, les médecins retraités, vous allez revenir, vous allez rester, et on vous aide pendant on vous dit, vous ne payez pas vos cotisations sociales. Pourquoi ? Parce que vous êtes retraité, donc vous touchez des prestations, mais en fait, le travail que vous faites ne génère pas de droits supplémentaires, puisque vos droits sont fermés. Donc là, c'était assez logique de dire, médecin retraité, vous ne cotisez pas les charges sociales de votre profession pour la retraite, par exemple. Vous ne cotisez pas pour la retraite, vous avez touché déjà. Donc. Alors on dit, on fait ça, oui, OK, pour vous aider, on fait ça sur la loi de finances. Et puis l'année suivante, mais non, on supprime. Oui, c'est un peu le yo-yo en fait. Alors donc le médecin retraité dit attendez, moi je vais quand même pas travailler pour rien. Vous êtes bien gentil, je pars en retraite. Donc si on n'a pas de vision, alors ça c'est un exemple un peu caricatural, mais il faut une vision pour construire. Si on vous dit il faut développer des assistants médicaux, il faut un modèle économique qui tienne la route sur plusieurs années, pas juste 1 an ou 2 ans où on vous donne une aide en disant vous allez pouvoir pendant 1 an, on vous donne un peu de sous pour embaucher quelqu'un, le former, et puis l'année suivante, débrouillez-vous. Oui, mais si j'ai pas un modèle économique qui permet de le faire, je n'arriverai pas, je le ferai pas, je me lancerai pas. Donc il y a besoin d'une perspective à long terme. Mais c'est valable pour tout l'ensemble de la médecine. Vous ne construisez pas un hôpital pour tous les 5 ans. Vous faites un hôpital qui va durer pour 50 ans. Sur le long terme. C'est du long terme. Donc il faut réfléchir. Après, il y a des évolutions. Mais c'est pareil, vous ne construisez pas un cabinet, une organisation dans un territoire sur juste une année. On va le faire sur plusieurs années. Et pour qu'elle soit aussi attractive et qu'elle donne l'envie à d'autres de venir s'impliquer dans cette aventure. Parce que l'enjeu, c'est aussi remplacer les médecins vieillissants, entre guillemets. Oui, on en revient à la nouvelle génération. Des jeunes, et avec une organisation qui convienne aussi aux jeunes. Parce que l'évolution de la société fait que vous n'avez plus un médecin qui va travailler chez lui 24 heures sur 24, qui est dérangeable 365 jours sur 365. Maintenant, vous avez la volonté d'avoir un travail médical, une réponse organisée, bien cadrée, et avoir un temps de respiration personnelle comme tout le monde. Tout ça, ça nécessite une organisation et une attractivité renforcée pour qu'il y ait un renouvellement des générations. Très bien. Écoutez, je pense que ce sera le mot de la fin. On va se quitter. On est en bout de course, si je puis dire, de cette édition. Merci encore, Dr Fégé, d'être venu. Je dirais pas bout de course. Moi, je dirais début d'une évolution favorable. Alors, il faut être optimiste. Donc, ça sera le mot de la fin. Voilà, début d'une évolution favorable pour la médecine libérale, puisqu'on parlait de ça ce soir. On parlait de médecine libérale et des grands enjeux de la médecine libérale. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve bien entendu la semaine prochaine avec de nouveaux invités et puis de nouveaux sujets à évoquer dans le secteur de la santé. Merci encore, Dr Fégé.